Dans cette vidéo, vous allez maîtriser l'utilisation des listes imbriquées ou bien les listes à deux dimensions en travaillant sur les parties suivantes. Vous allez découvrir d'abord qu'est-ce qu'une liste imbriquée, puis vous allez voir comment créer une liste imbriquée, puis vous allez comprendre comment accéder aux éléments d'une liste imbriquée, puis vous allez comprendre comment utiliser les boucles pour parcourir les éléments d'une liste imbriquée. Dans la dernière partie, vous allez découvrir toutes les méthodes et les fonctions que l'on peut utiliser sur les listes imbriquées. En plus de tout cela, nous allons travailler sur deux exercices d'application afin de mieux comprendre et savoir utiliser les listes imbriquées ou bien les listes à deux dimensions. Allez, c'est parti! Dans cette nouvelle vidéo de cette formation de langage Python, nous allons continuer notre travail sur le chapitre des structures de données avec les listes. Et dans cette vidéo-là, nous allons travailler sur une nouvelle chose. Alors, pour bien comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui, nous partons de cet exemple. On suppose qu'on a le tableau suivant qui représente les notes des étudiants dans 3 matières. Et là, on a le prof ou bien l'utilisateur suivant voulait stocker les notes de ces étudiants-là. Alors, une première méthode à l'aide de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant consistera à créer 3 listes. Une première liste pour les notes d'analyse, une deuxième liste pour les notes d'algèbre et une troisième liste pour les notes de statistiques. Supposons que nous voulons calculer la moyenne ou bien l'utilisateur voulait savoir la note maximale ou bien la note minimale. Il faut à la fois travailler sur les 3 listes, la liste numéro 1, 2 et 3 et après utiliser les valeurs pour calculer la moyenne ou bien déterminer le max ou bien le min. Imaginez si vous avez des dizaines d'étudiants et plusieurs matières. Donc cette méthode-là sera très complexe. Alors pour régler ce problème-là, Python nous propose l'utilisation d'une seule liste ou bien l'utilisation de ce qu'on appelle les listes imbriquées ou bien des fois on dit aussi les listes à deux dimensions. Alors on commence avec la définition. Qu'est-ce qu'une liste imbriquée? Une liste imbriquée, c'est tout simplement une liste de listes. Donc, au lieu d'avoir 3 listes pour représenter les notes d'algèbre, d'analyse et de statistiques, nous pouvons avoir une seule liste, la liste n, qui contient ou bien qui pourra recevoir les notes des 3 matières. Tout simplement, une liste imbriquée, c'est une liste avec des éléments et une des éléments pourra aussi être une liste, c'est tout simplement ça. Alors, je vous donne un exemple des listes imbriquées. Donc, on suppose qu'on a la liste suivante, c'est la liste L. Comme vous voyez là, on a des éléments. Comme voilà, donc ces éléments-là. Et parmi ces éléments-là, cet élément-là, c'est-à-dire l'élément, donc ça c'est 0, c'est l'élément numéro 1 de cette liste-là, c'est une liste. Avec Python, vous pouvez créer ce genre de structures, donc des données, donc avec des éléments. Et parmi des éléments, vous pouvez stocker des listes comme cet exemple-là. Ou bien cet élément-là, le dernier élément de la liste qui pourra contenir une liste. Et même cette liste-là, peut avoir parmi ces éléments-là une liste. Par exemple, ça c'est le deuxième élément de cette liste-là qui est représenté dans ce cas-là sous la forme d'une liste. Alors ça c'est la visualisation, qu'est-ce qu'une liste imbriquée. Maintenant nous allons passer à la première chose pour cette liste-là, comment la créer. Après nous allons comment accéder à ces éléments, comment parcourir les éléments d'une liste imbriquée. Et vers la fin nous allons effectuer des opérations, bien voir la partie fonctions et méthodes que nous pouvons appliquer sur les listes à deux dimensions, bien les listes imbriquées. Alors on commence avec la première partie, la création d'une liste. Donc comment créer une liste? Pour créer une liste, c'est tout simplement on utilise les crochets avec la méthode suivante. Là, vous placez le nom de la liste égal et là les éléments de cette liste-là. Vous pouvez, comme j'ai déjà dit, proposer des éléments atomiques comme par exemple ces éléments-là ou bien des éléments sous la forme d'une liste, comme par exemple le premier élément de cette liste là c'est une liste, le troisième élément de cette liste là c'est une liste et avec bien sûr une taille différente. Là par exemple n éléments, là m éléments, donc ce que vous voyez, ce que vous voulez toujours dépend de votre problème, de votre situation. Maintenant nous passons à un exemple. Ce que vous allez faire, essayez de proposer la méthode, comment vous allez faire pour créer cette liste là. Alors je vous donne directement la méthode ou bien le résultat. Alors le premier élément c'est 10. Le deuxième élément de cette liste-là, c'est une liste. Voilà, donc c'est ça une liste imbriquée, une liste à l'intérieur de notre liste. Après ça, c'est le troisième élément, true. Après Maroc. Après, on a là une liste, une première liste, cette liste-là. Et à l'intérieur de cette liste-là, donc des éléments, comme cet élément et cet élément, Python et
aussi C++. Et le deuxième élément de cette liste-là, c'est aussi une liste. Donc, comme vous voyez là, on a vu un exemple d'une liste à l'intérieur d'une liste à l'intérieur d'une liste. Donc là, PHP par exemple là, HTML, CSS, MySQL, ce sont les éléments de cette liste qui sera stocké au niveau de cette position de cette liste-là. Voilà, donc ça c'est un exemple qui illustre comment créer une liste imbriquée. Maintenant, nous allons passer à un cas particulier des listes imbriquées, ce sont les listes à deux dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire une liste à deux dimensions? Pour bien comprendre cet exemple-là, c'est comme une matrice. Alors, une matrice, on a un nombre 10 lignes, donc par exemple n lignes, et pour chaque ligne, on a le même nombre des éléments. Donc là, comme vous voyez là, ça c'est le premier élément, deuxième élément de la ligne numéro 0, ou bien la première ligne de la matrice, jusqu'à la colonne M. Donc ça, ce sont 10 colonnes. Et voilà, et après nous passons à la ligne suivante. On a exactement le même nombre des éléments jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un cas particulier des listes à deux dimensions. Alors maintenant, comment vous allez faire pour créer ce genre de liste? Alors, je vous juste rappeler qu'avec la méthode classique, vous pouvez par exemple mettre la chose suivante, matrice, après égale, et là, crochet. Alors, la première ligne, c'est élément 0, 0. Élément, dans ce cas-là, 0, 1. 3 points jusqu'à l'élément, dans ce cas-là, 0, M. Après, vous fermez le crochet, virgule, et vous passez deuxième ligne. Donc là, vous complétez cette ligne-là, virgule, jusqu'à la fin. Donc c'est ça la méthode, comment créer cette liste en utilisant la technique précédente. Alors, dans ce genre des exercices, vous pouvez aussi utiliser les boucles, puisque pour chaque ligne, on a exactement le même nombre des éléments. Alors pour créer, ou bien pour utiliser les boucles, alors une première partie, c'est la déclaration de la matrice, c'est une matrice vide. Après, nous allons utiliser une première boucle qui va créer une séquence qui commencera de 0, 1 jusqu'à n, puisqu'on a ici placé n plus 1, donc c'est n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n. Donc là, nous allons créer des répétitions, donc, ou bien n répétitions, c'est-à-dire n lignes. Et pour chaque ligne, par exemple cette ligne-là, on va faire la chose suivante. On va créer une nouvelle séquence pour cet élément. Nous allons créer une séquence qui permettra par exemple, de parcourir les éléments de la première ligne. Donc, qui commenceront de 0, 1, jusqu'à, dans ce cas-là, m. Et comment vous allez faire pour remplir les éléments de la matrice? Alors, on va utiliser une technique qu'on a vue dans la vidéo des fonctions et des méthodes sur les listes. Alors, on va déclarer d'abord une liste vide. Donc, cette liste-là, c'est une liste avec une seule dimension. Après, ce qu'on va faire, on va remplir les éléments de cette liste. Donc, on va mettre le premier élément, le deuxième élément, jusqu'à le dernier élément. Donc, on va remplir ça. Et après, nous allons prendre cette liste-là, ou bien la liste ligne, et on va l'ajouter comme élément au niveau de la matrice. Comme cet exemple-là. On va remplir cet élément jusqu'à la fin. Et ça va représenter une liste qu'on ne pouvons l'ajouter comme élément pour cette matrice-là, ou bien comme une ligne des éléments pour cette matrice-là. Alors, avec la méthode append aussi. Donc, après la fin de toutes les itérations de cette boucle-là, nous passons à cette ligne et nous ajoutons cette ligne-là comme un élément pour cette matrice. Et comme ça, nous stockons la première ligne de la matrice. Et après, automatiquement, la boucle va passer à 1. C'est-à-dire, il passera à 1, c'est-à-dire la ligne numéro 1. Et on fera la même chose. D'abord, il faut bien sûr initialiser ou bien vider les éléments de la ligne. Donc, on met 2 crochets vides. Comme ça, nous pouvons ajouter cet élément jusqu'à la fin. Et après, pour ajouter cette ligne-là, comme élément à la matrice, nous pouvons utiliser cette ligne-là. Donc, après la fin de la boucle, matrice append. Et là, on ajoute cette ligne à la fin des éléments ou bien comme deuxième élément de cette matrice-là. Et automatiquement, vous aurez cet élément comme élément de la matrice. Et voilà, donc c'est ça comment utiliser les boucles. Alors, en s'appuyant bien, en se basant sur ce que vous avez vu, comment créer une liste A2D avec la boucle for, vous allez créer la liste
ou bien la matrice suivante en utilisant la boucle for. Toujours essayer de proposer une solution, comme ça vous allez bien apprendre ce que nous allons voir et vous faites bien sûr des comparaisons avec votre solution et ma solution, et bien sûr toujours essayer de faire des tests sur PyCharm. Alors comment vous allez faire? D'abord on va on doit connaître d'abord la taille de cette matrice là. Donc là on sait bien qu'il y aura 5 lignes et 8 colonnes. Alors d'abord on va créer une matrice vide M. Ensuite nous allons créer une boucle avec les itérations de 0 jusqu'à 4. Alors là 5 lignes. Et au niveau de chaque ligne, nous allons créer une liste à une seule dimension ligne. Donc ça c'est une liste qui permettra de stocker ces valeurs là pour chaque ligne. Et après, nous allons créer une deuxième boucle avec l'indice G qui commencera de 0 jusqu'à 7 en utilisant cette instruction. Et après, pour chaque itération, on va faire quoi? On va ajouter un élément à cette ligne-là. Alors, l'élément qu'on va ajouter, comme vous voyez là, on a dit 0. Alors, 0, c'est tout simplement la valeur de i. Donc, tout simplement, vous pouvez placer la valeur de i. Ou des fois, si vous voulez que l'utilisateur remplisse la matrice, vous utilisez la fonction input. Alors là, tout simplement, on peut utiliser i. Après, lorsque cette boucle se termine, c'est-à-dire la deuxième boucle, on va ajouter toute cette ligne-là à la matrice M. Et après, nous passons à l'itération suivante de i avec 1. Pareil, nous vidons la ligne et après nous remplissons la ligne avec 8, 1. Donc à chaque fois on ajoute 1, 1, 1, 1 et après on ajoute ça à la matrice M jusqu'à la fin. Alors c'est ça la méthode comment créer une liste à 2 dimensions avec l'utilisation d'iboucle. Maintenant nous passons à la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment accéder aux éléments d'une liste. Alors pour accéder aux éléments d'une liste, il faut utiliser 2 indices. Premier indice c'est pour les lignes. Et deuxième indice, c'est pour la colonne. Alors, on va prendre un exemple pour bien comprendre cette technique-là. Donc, on a ici une liste imbriquée. Donc, comme on a vu, la liste à 2 dimensions, c'est un cas particulier d'une liste imbriquée. Alors, les listes imbriquées, nous pouvons avoir des éléments atomiques, comme ces éléments-là. Mais nous pouvons aussi avoir des éléments dans cette liste-là qui seront représentés comme une liste. Alors, comment vous allez faire si vous voulez récupérer ou bien accéder à cet élément? Donc, quel est l'indice que vous allez utiliser? Alors, comme vous voyez là, vous pouvez tout simplement utiliser l'indice suivant, L0, puisque ça, c'est l'élément 0 de la liste L. Alors, si vous voulez accéder à cet élément, vous allez faire quoi? Comme vous voyez là, on veut récupérer toute cette ligne-là. Toute cette ligne-là, c'est-à-dire cet élément. Alors, pareil, vous pouvez cette fois utiliser L1. Maintenant, si vous voulez choisir ou bien accéder à un élément d'une liste à l'intérieur d'une liste. Alors, comment vous allez faire? Alors, d'abord, il faut accéder à l'indice de l'élément dans la liste L ou bien avec un autre terme, la ligne où se trouve cet élément. Et puis, il faut accéder à la colonne. Alors là, la colonne ou bien le deuxième indice dans ce cas-là représente cet élément. Alors là, il faut utiliser 2 indices comme suit. L4 pour accéder à cet élément et parmi cet élément là nous allons accéder au deuxième élément. C'est ça comment faire. Maintenant si vous voulez accéder à cet élément, comment vous allez faire? Alors tout simplement vous pouvez cette fois utiliser l'indice de cet élément, l'indice de cet élément et finalement l'indice de cet élément. Alors il y aura 3 comme suit. Ensuite le dernier exemple, comment accéder à cet élément? Comme vous voyez là on a 2 éléments et ce sont 2 éléments qui sont à la fin de la liste. Alors si vous êtes en train, dans un programme, de travailler sur les derniers éléments d'une liste, donc la meilleure méthode, c'est l'utilisation d'indexage négatif. Alors là, nous pouvons utiliser l'indice -1, là, -2, -3 et -4. Vous pouvez même utiliser l'indexage positif. Alors là, tout simplement, on va utiliser 3 indices. L'indice de cet élément, c'est-à-dire 4 et 1. Et les 2 derniers éléments, c'est-à-dire on commence avec l'index -2 jusqu'à la fin, tout simplement. Et là, vous faites l'affichage de cette partie de la liste L. Maintenant, nous passons à notre exemple. On suppose qu'on a la matrice suivante, donc la matrice M avec les lignes et colonnes suivantes. Alors là, ce que nous allons faire, on va donner le résultat de l'exécution de chaque instruction. Alors maintenant, essayez de faire pause à la vidéo, essayez de réfléchir quel est le résultat après l'exécution de chaque
ligne de code. Alors on commence avec la première instruction. Lorsque vous mettez M et entre deux crochets deux points, c'est comme vous êtes en train d'afficher M, c'est-à-dire tous les éléments de la liste. Alors quel est le résultat? Tout simplement tous les éléments de cette liste là. Cette ligne, après cette ligne, après cette ligne, comme vous voyez là, qui sont encadrés par des crochets, et après donc la liste globale aussi encadrée aussi par des crochets. Après nous passons à l'instruction suivante, M1. Alors M1, c'est-à-dire, donc ça c'est la liste. Alors M1, c'est-à-dire la première ligne, ou bien si vous voulez travailler sur cet exemple, c'est-à-dire cet élément. Donc ça c'est le premier élément de la liste, c'est 0, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2. Alors tout simplement on va afficher cette ligne, donc le résultat c'est dans ce cas-là, désolé, on va afficher cette deuxième ligne puisque la ligne c'est 1. La ligne choisie c'est 1. Et voilà, donc ça c'est le résultat. Maintenant, si vous voulez afficher moins 1, alors moins 1 c'est pareil. Donc ça c'est, si on utilise l'indexage processeur 0, 1, 2. Et là, ça c'est moins 1, moins 2 et moins 3. Alors moins 1, c'est-à-dire on va afficher cet élément. Alors le résultat est le suivant. Alors là on va utiliser deux indices, c'est-à-dire on va accéder à une valeur dans une ligne. Alors la ligne choisie c'est 2 et la colonne c'est 0, c'est-à-dire 8. Ou bien si vous voulez utiliser cet exemple, ça c'est la ligne 0, 1 et 2. Donc là on est en train de travailler sur 7 éléments. Et là, donc l'indice de cet élément c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Alors 0, c'est-à-dire 7 éléments, l'élément 8. Alors tout simplement la fonction ou bien l'instruction va afficher 8. Après print 1 moins 2, 1 c'est-à-dire la ligne numéro 1, moins 2, c'est-à-dire on va commencer. Donc là ici cet élément c'est moins 1, ça c'est moins 2, ça c'est moins 3, ça c'est moins 4. Alors là on va afficher la valeur de 6. Voilà, comme suit. Maintenant on va prendre cet exemple M1, c'est-à-dire 0, 1, 2, donc c'est-à-dire 7 éléments. Après, pour la partie suivante, on commence à partir de l'élément 0 jusqu'à, là j'y mets juste deux points, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Si vous mettez une valeur entre les deux points, c'est-à-dire on va s'arrêter avant cet élément, ou bien l'index de cet élément. Alors là, tout simplement, on va prendre tous les éléments de cette liste-là à partir de 0, mais avec un pas de 2. Donc c'est-à-dire on va afficher 4, on va sauter 5 et on va afficher 6. Et le résultat c'est 4 et 6. Après, nous passons à la dernière instruction. Donc là, on va afficher la ligne 2, ou bien on va accéder à la ligne numéro 2, c'est-à-dire cette ligne-là. Et après, on va afficher, donc à partir du premier élément au dernier élément, lorsqu'on met juste deux points, c'est-à-dire par défaut, c'est du premier au dernier élément de la liste. Mais là, il faut faire attention. Moins 1, c'est-à-dire dans l'autre sens, dans le sens inverse, c'est-à-dire à partir de 11, 10, 9 et finalement 8. Et le résultat, c'est, comme on a déjà expliqué, c'est 11, 10, 9 et 8. Alors, après avoir vu qu'est-ce qu'une liste, comment créer une liste, comment accéder aux éléments d'une liste imbriquée, maintenant nous allons voir comment parcourir les éléments d'une liste imbriquée. Alors, on va prendre l'exemple d'une liste à deux dimensions. Alors, pour cette liste-là, il existe deux méthodes. Une première méthode avec la boucle for, donc on peut utiliser la méthode suivante. C'est la méthode la plus simple. Là, pour chaque ligne dans cette liste-là, c'est-à-dire la liste à deux dimensions, c'est-à-dire on va récupérer ligne par ligne et après, pour chaque élément de la ligne sélectionnée. Et après, vous pouvez travailler tout simplement sur l'élément. Ajouter l'élément, faire des calculs et tout ça. Après, la deuxième méthode consiste à utiliser les fonctions. Là, len et range. Len, c'est pour calculer la taille, range pour créer une séquence. Alors, ce que vous allez faire, c'est l'utilisation d'indexage. Alors là, on utilise l'index. Pourquoi l'index? Puisque des fois, on s'intéresse à la position de l'élément pour faire des calculs, pour ajouter d'autres éléments, ainsi de suite. Alors pour utiliser cette méthode, il faut utiliser une première boucle qui va créer une séquence sur les lignes de cette liste à deux dimensions. Donc la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2 jusqu'à la ligne, dans ce cas-là, on suppose que c'est la ligne n. Alors pour avoir la valeur n ou bien la taille de cette liste-là, il faut juste utiliser len et va retourner la taille n de la liste. Et puis, il faut utiliser une deuxième boucle, cette fois sur les colonnes. Alors, pour bien comprendre, donc on suppose qu'on a une liste avec 3 lignes, 1, 2 et 3. Et pour chaque ligne, on a 5 valeurs. Alors, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, c'est la liste L, par exemple.
Donc ça, ce sont les éléments de cette liste. On suppose qu'il a déjà des valeurs là. Alors, si vous voulez récupérer la taille ou bien si vous voulez récupérer le nombre de lignes d'une liste L, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction L. Si vous voulez récupérer cette fois le nombre des éléments dans chaque ligne ou bien le nombre des colonnes, nous devons utiliser la fonction len, mais sur une ligne de cette liste-là. Vous mettez L entre deux parenthèses ou bien deux crochets 0. Et là, automatiquement, la fonction dans le premier cas va retourner 3, deuxième cas va retourner 5. Alors, on va revenir à cet exemple plusieurs fois. Donc, pour calculer le nombre de lignes, la taille de la liste L, pour calculer le nombre des éléments dans une ligne, L0. Voilà, et maintenant, avec E et G, nous pouvons accéder à tous les éléments de la liste L. Donc là, il suffit juste de mettre LIG et là, vous commencez à partir de cet élément jusqu'à par exemple cet élément pour faire des traitements, pour faire des calculs et tout ça. Alors pour bien comprendre ces deux méthodes-là, on va utiliser les deux méthodes pour répondre à la question suivante. On va afficher les éléments de la liste L en utilisant la boucle for. Alors là, on a une liste L imbriquée ou bien à deux dimensions. Alors on va utiliser la première boucle pour afficher les éléments de cette liste-là. Alors comment vous allez faire? Donc bien sûr, le résultat demandé sera quelque chose comme ça. Alors on affiche le premier élément, le deuxième élément et troisième élément de la première ligne de la matrice au niveau de cette ligne-là. Et après pour le deuxième élément ou bien la deuxième ligne, nous passons à la ligne suivante pour afficher ces éléments jusqu'à la fin. Alors essayez de faire pause à la vidéo, essayez de réfléchir, de proposer une solution, même de tester votre solution avec Python et après revenir et pour voir la solution et pour discuter. Si vous avez toujours des questions, des remarques, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. Alors je vous donne la méthode. D'abord on va créer une première boucle qui va parcourir les éléments de la liste L avec cette ligne-là. Après on va créer une deuxième boucle qui cette fois va parcourir chaque éléments de chaque ligne. Par exemple, les trois éléments suivants, après les deux éléments suivants au niveau de la ligne numéro 2, pour la ligne numéro 3, on aura 4 éléments. Et après, vous pouvez l'afficher de la manière suivante, print E, donc pour afficher chaque élément. Mais le problème de cette méthode-là va afficher 60, après 50,55, après 1, après, comme vous voyez là, on affiche tout ça dans 10 lignes séparées. Alors, comment rester et même ajouter de l'espace ou bien la tabulation, c'est pas de l'espace, la tabulation c'est-à-dire plusieurs espaces, et afficher dans la même ligne 50,55 et après rester dans la même ligne pour afficher 1. Alors, pour faire cet affichage-là, nous pouvons ajouter la ligne ou bien l'instruction suivante. Là, vous mettez AND avec l'affichage de E, AND, c'est-à-dire rester dans la même ligne mais ajouter de l'espace. Et après, pour la prochaine itération de E, la prochaine valeur de E, on va l'afficher dans la même ligne. Cette valeur et la valeur précédente sont séparées par une tabulation. Et après, lorsqu'on termine les valeurs de chaque ligne, cette valeur et cette valeur, nous passons à la ligne suivante à l'aide de cette instruction, qui viendra bien sûr après la fin de la deuxième boucle. Et puis, nous passons à la ligne suivante de la liste L. Et pareil, on fait la même chose pour les autres instructions. Alors voilà, ça c'est à l'aide de l'utilisation de la première méthode de parcours des éléments d'une liste. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode qui consistera à utiliser la fonction for ou bien la boucle for avec l'un et les indices ou bien avec la fonction range. Donc toujours essayer de réfléchir et de proposer la solution et après comparer votre solution avec la mienne. Alors je vous donne la solution. D'abord, on va créer une première boucle qui consistera à créer une séquence des éléments de cette liste-là, les trois éléments, donc 0 à 2. Et puis, on va créer une deuxième boucle qui permettra, au niveau de chaque ligne, là, on a mis i. Il faut faire attention. Si vous mettez juste 0, on met par exemple 0 ou bien 1. Si vous êtes en train de travailler sur liste à deux dimensions, vous avez exactement le même nombre des éléments dans toutes les lignes. Alors là, on a un nombre différent d'une ligne à l'autre. Alors là, il faut calculer la taille de la ligne actuelle. Donc ça, c'est la première ligne, donc la ligne 0, après la ligne 1, après la ligne 2. Donc il faut faire attention à cette remarque. Et puis, vous pouvez aller de E et de G, par exemple, afficher chaque élément de la liste.
cet élément, ainsi de suite. Et pour rester dans la même ligne, il faut ajouter la tabulation. Et pour passer d'une ligne à l'autre, il faut ajouter print après la fin de cette boucle-là. Et voilà, donc ça c'est le résultat à l'aide de l'utilisation de la boucle for avec len et range. Maintenant, nous passons à la dernière partie de cette vidéo, c'est la partie la plus longue, les opérations ou bien les méthodes et les fonctions que nous pouvons appliquer sur une liste à 2 dimensions ou bien une liste imbriquée. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser toutes les fonctions que nous avons vues jusqu'à maintenant dans la partie des fonctions sur les listes. Les fonctions d'ajout, de suppression, des opérations, de la recherche et de duplication. Alors, je vous donne des exemples d'utilisation pour chaque catégorie des fonctions. On commence avec la catégorie ajout. Alors, pour ajouter des éléments, il y a une première méthode, c'est append, qui permet d'ajouter un élément à la fin d'une liste. Nous allons prendre cette liste-là, la liste L. Alors, lorsqu'on exécute cette ligne-là, tout simplement, cette ligne-là permet d'ajouter un élément à la fin de cette liste, c'est-à-dire ici. Alors, si vous affichez ça, ou bien affichez cette liste-là, vous allez avoir le résultat suivant. Alors, je vous donne un autre exemple. Lorsqu'on ajoute là, au lieu d'ajouter un seul élément, on ajoute une liste. Cette méthode permettra d'ajouter à la fin de cette liste-là tout simplement une nouvelle liste, c'est 1, 2 et 4. Alors le résultat est suivant. Alors des fois, au lieu d'ajouter des éléments ou bien des listes à la fin de la liste, nous voulons ajouter des éléments, mais à la fin d'une liste déjà stockée dans la liste L. Alors, comment faire ça? Alors, pour faire ça, il faut utiliser l'indice de cette liste-là. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est l'indice-là, c'est 1. Ça, c'est 2, 3. Et là, c'est 4. Alors, cette liste-là, l'indice de cette liste-là, c'est 1. Alors, on va mettre L1 SVT. Et tout simplement, à la fin de cette liste-là, la valeur SVT sera ajoutée. Et là, ça, c'est le résultat final. Voilà, donc ça, c'est l'utilisation de append. Nous passons à l'utilisation de la fonction insert. Insert, c'est une fonction qui permet tout simplement d'insérer un élément dans un emplacement particulier dans la liste. Alors pour l'utilisation, on met toujours pour la méthode, ça c'est une méthode, l'indice ou bien la position de l'élément à insérer et après la valeur de cet élément. Alors là, on va se positionner au niveau de la position 0 du tableau. Donc ça c'est déjà dans la liste initiale, ça ce sont les indices. Alors on va faire tout simplement décalage à droite et on va insérer à cette position cette valeur. Et là, ça c'est le résultat après l'exécution de cette instruction. Alors on passe maintenant à la ligne suivante. Là on va ajouter à la position 1, donc ça 0, 1, c'est-à-dire cette position là, et on va faire le décalage après, cette liste. Alors le résultat est le suivant. Donc là, 2, 4, après 10, ainsi de suite. Alors après, si vous voulez ajouter un élément ou bien une liste dans une liste à l'intérieur de cette liste-là, alors là, il faut prendre, ou bien il faut choisir l'indice de cette liste-là. Donc là, ça c'est 0, ça c'est 1, 2 et 3. Donc 3, ça c'est une liste. Alors à l'intérieur de cette liste-là, à cette position entre les deux, donc c'est-à-dire la position 1, donc là c'est 0, ça c'est 1, donc cette position-là, et on va faire le décalage. Là deviendra après 2, donc on va insérer dans cet emplacement-là SVT et le résultat est le suivant. Maintenant, nous passons à la fonction d'insertion ou bien d'ajout suivant, extend, qui permet de concaténer deux listes. Alors, vous pouvez l'utiliser de la manière suivante. Alors, on suppose qu'on a la liste L. Alors, lorsque vous mettez L extend de 4, alors tout simplement, nous allons prendre cette valeur-là et on va l'insérer à la fin de cette liste là, mais il faut faire attention comme des éléments. Alors Python avec extend va prendre chaque élément de cette liste là et va les ajouter comme des éléments. Donc ça c'est la différence entre extend et insert avec append. Alors donc le résultat normalement c'est 2 et 4. Après, si vous exécutez l'instruction suivante, L2 extend HTML CSS, alors là, l'élément de ça c'est l'élément 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, au niveau de cet élément-là, on va ajouter deux autres éléments. Donc, qui seront ajoutés sous la forme des éléments comme suit. Donc, Python, C++, HTML, CSS, ainsi de suite. Après, nous passons maintenant à la deuxième catégorie des fonctions, les fonctions de suppression. Donc, on a 4. Alors, on commence avec la première, dans ce cas, la méthode. C'est une méthode, c'est pas une fonction. Remove. Une méthode, déjà pour la différence entre une méthode et une fonction, une méthode est utilisée sur un objet. Donc, on doit mentionner l'objet, par exemple, L, point, et après, nous mettons le nom de la méthode.
Mais pour une fonction, il est utilisé indépendamment, c'est-à-dire juste vous mettez le nom de la fonction entre deux parenthèses et vous donnez les arguments ou bien les paramètres. Alors nous revenons à notre exemple, nous allons utiliser la méthode remove, cette fois pour supprimer des éléments. Donc si vous voulez supprimer cet élément-là, il faut mentionner ça, donc 6 valeurs. Donc la valeur de cet élément, c'est déjà une liste avec ces éléments-là. Et automatiquement Python va supprimer cet élément de la liste. Si vous utilisez cette ligne-là, on va se positionner au niveau de l'élément 1. Donc ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 0, ça c'est l'élément 1. Et après on va supprimer l'HTML. Alors le résultat final est le suivant. Après nous passons à la fonction suivante, la fonction pop. La fonction pop permet de supprimer un élément, mais au lieu d'utiliser la valeur de l'élément, on va utiliser l'indice de l'élément. Alors lorsque vous mettez L pop 1, donc ça c'est 0, ça c'est 1, on va supprimer tout simplement cet élément. En plus de cela, cette fonction nous offre aussi la possibilité pour stocker l'élément supprimé. Alors lorsque par exemple vous mettez M reçoit L pop 1, vous allez supprimer cet élément et donc la valeur ou bien la liste supprimée sera stockée dans la variable M si vous voulez l'utiliser par exemple pour l'afficher comme par exemple celui. Nous passons à un autre exemple. Si vous mettez L1, donc là ça c'est 0, ça c'est 1, L1 pop 2, donc c'est-à-dire 7, donc 0, 1, 2. Alors là on va supprimer tout simplement l'HTML. Alors vous pouvez soit utiliser la première technique en récupérant la valeur supprimée ou bien la liste supprimée si vous voulez l'utiliser, ou bien tout simplement L pop si vous voulez juste supprimer l'élément. Après nous passons à l'instruction ou bien à la méthode suivante, c'est la méthode clear qui permet tout simplement de supprimer tous les éléments d'une liste, que ce soit des éléments comme 10 ou bien 10 listes. Alors là clear, après si vous affichez L, vous allez trouver une liste vide avec 2 crochets vides. Après nous passons à l'instruction suivante. C'est une instruction, c'est l'instruction del ou bien delete. C'est une instruction qui permet aussi de faire la suppression. Alors lorsque vous mettez del L0, vous allez tout simplement supprimer cet élément et le résultat est le suivant. Lorsque vous mettez L01, alors on se positionne au niveau de la ligne 0, ça c'est 1, ça c'est 2, la ligne 0 et après l'élément dans ce cas là 1. C'est 0, 1. Alors on va supprimer la chimie. Voilà, et après on passe à la dernière instruction, L102.2. Alors l'avantage d'utilisation de del, c'est qu'elle nous offre l'utilisation de découpage et aussi plus de contrôle sur les éléments supprimés. Alors là, on va se positionner au niveau de l'élément, donc ça 0, 1. Après, on va commencer avec l'élément 0. Donc là, c'est 0, c'est-à-dire cet élément-là. On commence ici jusqu'à la fin, puisqu'on a mis 2 points, jusqu'à cet élément-là, avec un pas de 2, c'est-à-dire on va supprimer cet élément, un pas de 2, on va sauter C++ et on va supprimer l'HTML. Alors le résultat final est le suivant. Maintenant, nous passons à la troisième catégorie des fonctions et des méthodes. Ce sont les opérations. On commence avec la première fonction là qui permet de calculer la taille d'une liste. Alors, si vous voulez, donc si vous avez cette liste-là, c'est une liste imbriquée et vous mettez les L. Donc, tout simplement, on va compter cette fois le nombre des éléments de cette liste. Alors, ça c'est un élément, ça c'est un élément, un élément, un élément et un élément. Alors là, vous aurez la valeur 5. Si vous voulez maintenant calculer la taille d'une liste dans cette liste-là, alors il faut bien sûr mentionner l'indice de cette liste-là. Alors là, ça c'est 0, ça c'est 1, 2, 3 et 4. Alors là, l'élément c'est l'élément 3. Alors tout simplement, Python va calculer le nombre des éléments de cette liste. Et il va retourner dans ce cas-là 4. Maintenant, nous passons à la fonction suivante, c'est la fonction somme. C'est tout simplement une fonction qui permet de calculer la somme des éléments d'une liste. Mais il faut faire attention, donc les éléments de cette liste-là doivent être des valeurs numériques. Alors, lorsqu'on met somme L, probablement, la plupart parmi vous va prendre cette valeur 20, il va l'ajouter à 50.2 plus 40 plus ainsi de suite. Mais là, cette réponse est fausse puisque Python va vous donner une erreur. On ne peut pas ajouter 20 plus cette structure des données 52,40. Donc ça c'est impossible avec Python. On ne peut pas l'exécuter, alors ça va donner une erreur. Donc c'est ça pourquoi on a une erreur. Si vous voulez juste calculer la somme de cette liste là, ou bien cet élément là, il faut mentionner son indice. Donc là c'est 0, ça c'est 1. Alors lorsqu'on met ça,
on va ajouter 50,2 à 40, ce qui va donner 90,2. Après, nous passons au calcul de la somme de cet élément. Pareil, là, cette instruction va vous générer une erreur, puisqu'on ne peut pas ajouter ces éléments-là avec cette liste-là. Alors pour le dernier exemple, on va se positionner au niveau de l'élément 3, c'est-à-dire 2 de la liste, c'est-à-dire cet élément, et on va prendre 0, 1, 2, et là, ça c'est 3. Alors la fonction dans ce cas-là va calculer la somme de 2 plus 5 plus 7, ce qui va donner vers la fin 14. Maintenant, nous passons à la fonction suivante, c'est la fonction, ou bien les fonctions max et min. Alors, ce sont des fonctions qui sont utilisées pour déterminer le max ou bien le min dans une liste. Alors, lorsqu'on met max L1, donc il va vous générer, va vous donner quoi? Donc, le max entre 50.2 et 40, c'est 50.2. Après, max L2, c'est-à-dire cette liste-là. Alors, le max dans ce cas-là, c'est 9. Le min L1, donc c'est 40. Le min, déjà on se positionne ici dans cette liste là. Là on va choisir ou bien sélectionner tous les éléments à l'exception des deux derniers. Alors on commence de cet élément là puisqu'on n'a rien mentionné au départ, donc cet élément jusqu'à cet élément. Donc là si on utilise l'indexage négatif, donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et ça c'est moins 6. Et là on va commencer jusqu'à moins 2. Jusqu'à cet élément-là. Alors, quel est le max parmi ces éléments-là? Alors là, c'est pas le max, c'est le min, donc normalement, c'est 2. Après, nous passons à l'instruction, ou bien à la méthode suivante, c'est count. Cette méthode-là permet de compter le nombre d'occurrences d'un élément. Alors là, si vous mettez L count 1, alors count 1 permet de calculer le nombre d'occurrences de cet élément. Et là, à la différence entre la fonction sum et count peut travailler sur des éléments comme des listes. Alors, on va chercher, donc est-ce que 1 existe là? Donc ça, c'est 1 une seule fois. Est-ce que 1 est égal à cette valeur? Non. Alors, il passera. Donc, est-ce que 1 est égal à cette valeur? Non. Est-ce que 1 est égal à cette valeur? Oui. Alors, donc on a deux occurrences et finalement 50 non. Alors, le résultat, normalement, dans ce cas-là, c'est 2. Après, si on fait count, mais sur cette liste-là, l'élément numéro 2, ou bien l'élément avec l'indice 1, alors là, il va retourner dans ce cas-là 3. Après, count de 2, c'est-à-dire cette liste-là, 0, 1, c'est-à-dire cette partie-là. Alors là, count 6 va vous donner 4 fois. Après, donc toujours dans la même liste de 2, et là, on va commencer de 0 jusqu'à la fin. Donc là, puisqu'on n'a rien mentionné ici, jusqu'à la fin. Avec un pas de 2, c'est-à-dire 6, 6, 1. Donc là, on va ignorer ces valeurs-là. On va prendre juste 3 valeurs, 6, 6 et 1. Alors, le nombre d'occurrences de 6 dans ce cas-là, c'est 2. Après, nous passons à la fonction suivante, reverse, qui permet d'inverser l'ordre d'une liste. Alors, lorsque vous l'utilisez sur cette liste-là, tout simplement, cet élément deviendra le premier, c'est le deuxième, ça c'est le troisième, et ça c'est le quatrième, et ça c'est le cinquième. Alors, le résultat final est le suivant. Alors là, il faut faire attention. Par exemple, ça c'est le premier élément, ça c'est le deuxième élément. Si vous avez une liste, tout simplement, on conserve les éléments de cette liste-là. On ne change pas. Par exemple, cette liste-là, juste on change l'ordre de cette liste. Elle deviendra l'avant-dernier élément, donc, mais avec le même ordre, 1, 5 et 2. Lorsque vous l'exécutez sur cette liste-là, mais sur le troisième élément, donc ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Maintenant, on a exécuté la fonction reverse seulement sur cet élément. Alors le résultat c'est 2, 5, 1. Voilà, 2, 5, 1 et on conserve le reste. Après, si vous l'utilisez sur L2, donc L, donc 0, 1, ça c'est 2. Donc 0, 1, 2. Donc tout simplement, on va inverser l'ordre de cette liste-là. Donc moins 1, après 9, après 4, après 6. Voilà. Ça, c'est le résultat final. On passe maintenant à la fonction sort qui permet de trier les éléments d'une liste. On va l'utiliser dans un premier temps sur des valeurs numériques et après, on va voir comment l'utiliser sur des valeurs de type chaîne de caractères. Alors là, lorsqu'on l'utilise sur cette liste-là et on mentionne l'élément, donc l'élément, c'est cet élément-là, tout simplement, le premier élément, ce sera 2, après 5, après 10. Alors le résultat est le suivant. Après, nous allons l'utiliser sur donc 0, 1 sur cet élément-là. Et dans cet élément-là, on va accéder à cet élément, c'est 2. Alors, on va trier dans l'ordre croissant, c'est-à-dire moins 1, 4, 6 et 9. Alors, le résultat, c'est le même qu'on a expliqué. On passe maintenant à la dernière. Si vous ajoutez reverse true, c'est-à-dire
au lieu du trier dans l'ordre croissant, trier dans l'ordre décroissant. Après, toujours la même liste, et là, au lieu d'avoir cet ordre, moins 1, 4, 6, 9, nous aurons 9, 6, 4, moins 1. Voilà, comme suit. Maintenant, nous passons à l'utilisation de sort sur des valeurs de type chaîne de caractères. Alors là, lorsqu'on utilise cette instruction L0 sort, L0, donc ça c'est 0, alors la fonction va utiliser l'ordre alphabétique. Alors la première lettre dans l'ordre croissant, c'est C, après M, après S. Alors le résultat, c'est chimie, maths, SVT. On conserve l'ordre dans l'autre liste. Alors on ajoute un autre exemple, sort avec reverse. Donc là, on va passer à cette position-là, ou bien à cette position-là. Alors reverse, c'est-à-dire à partir, par exemple, Python sera le premier élément, après HTML, après C++, après C. Ou bien, normalement, nous devons avoir Python comme premier élément, HTML, C. Mais là, on a un petit problème avec C++. Pourquoi? On a déjà expliqué ce problème-là, puisque C est minuscule, ou bien cette lettre-là est majuscule. Et lorsque vous êtes en train de travailler avec le tri alphabétique, avec Python, Python utilise le tableau ASCII. Si vous avez déjà vu ce tableau-là, donc vous avez pour chaque caractère, pour chaque lettre, un code. Et bien sûr, on commence avec les lettres majuscules. Et après, dans le classement, viendra les lettres minuscules. Alors normalement, l'ordre de C est plus grand, puisqu'on commence avec les lettres majuscules. Et là, donc c'est ça la raison, puisqu'on fait le tri dans l'ordre décroissant, après Python, HTML et C. Si vous voulez éviter ce problème-là, vous pouvez ajouter un deuxième paramètre CK qui permet de rendre toutes les lettres de tous les mots en majuscules et après effectuer le trait. Donc normalement vous aurez le résultat suivant. Donc c'est ce qu'on a cherché au départ, Python, HTML, là C++ et après C. Donc on a déjà un petit caractère donc qui donnera la priorité de cet élément là plus sur cet élément là. Donc c'est ça la raison pourquoi on a cet ordre. Après nous ajoutons un autre exemple. Si vous voulez effectuer le trait mais selon le nombre des caractères de chaque élément. Alors là il faut utiliser le paramètre key. Alors le résultat final sera comme suit. Donc on commence avec, donc toujours dans l'ordre croissant, avec C, après C++, après HTML et finalement Python. Alors ça, ce qui concerne la méthode sort, si vous avez la fonction sorted. Donc la fonction sorted est utilisée indépendamment de l'objet. Donc comme vous voyez déjà, sort, on met le nom L.sort pour effectuer le tri. Alors mais pour sorted, il faut l'utiliser indépendamment et il ne changera pas la liste initiale. Mais pour avoir le résultat final, il faut utiliser cette variable-là. On doit affecter ou bien ajouter l'affectation. Après donc l'exécution de cette instruction-là, on va trier cet élément. Alors le résultat de L2, tout simplement L2 contiendra 2, 5, 10. Alors si vous êtes en train de travailler sur le tri et vous ne voulez pas changer la liste initiale, vous pouvez utiliser sorted pour effectuer le trait. Donc alors là, dans ce cas-là, le trait de cette liste-là, c'est L, 2, 5 et 10. Après L3, donc on a affecté le tri de la liste, cette liste-là. Alors le résultat final, normalement, c'est moins 1, 4, 6 et 9. Alors on peut pareil utiliser la fonction sorted sur des valeurs de type chaîne de caractères de la manière suivante, exactement la même technique, sorted L0. Alors, L1 contiendra chimie, maths et SVT dans l'ordre croissant des alphabets. Après, L2 contiendra le trait, mais dans l'ordre décroissant. Et aussi, on a juste fait le trait sans mentionner qu'il faut faire attention aux lettres majuscules et minuscules. Alors, le résultat sera exactement le même qu'on a vu tout à l'heure. Donc, C++, après Python, HTML et C. Si vous voulez effectuer le trait en rendant tous les caractères majuscules, vous ajoutez le paramètre key str à part pour pouvoir avoir le résultat suivant Python, HTML, C++ et C. Si vous voulez exécuter le trait mais avec la taille de chaque mot ou bien de chaque élément, là vous ajoutez key, lam et après vous aurez dans la liste L4 la liste suivante. Donc là, désolé, ça c'est la liste L4, C, C++, HTML et Python. Après nous passons à la fonction de recherche index. Tout simplement cette fonction permet de retourner l'index de l'élément cherché. Alors là, on va chercher, donc ça c'est une méthode, c'est pas une fonction. Alors on doit mentionner d'abord le nom de la liste, après point, après l'index. Et là, vous mettez quoi? Vous mettez là la valeur de l'élément cherché. Alors là, dans la liste, cette liste-là, l'élément 1, on va chercher la position de cet élément 2.
Alors le résultat normalement c'est aussi 2, donc puisqu'on a 0, 1, 2. Nous passons à notre exemple. On va chercher 3 dans cette liste-là. Donc ça c'est l'élément 3. Et dans 3, on a 0, 1, ça c'est l'élément 3. Alors on va chercher 3. Donc automatiquement la fonction index va retourner la première position, c'est-à-dire cette position-là. Et il va ignorer les autres. Alors le résultat c'est 1. Donc c'est 0, 1. Alors nous pouvons ajouter 10 paramètres à la fonction index. Alors lorsqu'on met 4, qu'est-ce que ça veut dire 4? On va prendre toujours la même liste et on commence cette fois à partir de l'indice 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire à partir de cette position-là. Et on va chercher la position de 3. Donc la position de 3 normalement sera 5, sera 6. Alors le résultat normalement final c'est 6. Après, vous pouvez aussi encadrer l'emplacement de recherche entre 2 et 5. Entre 2 et 5. Alors le résultat normalement c'est la position 3. Alors voilà, nous passons maintenant à la fonction de duplication copie. C'est une fonction qui permet de dupliquer les éléments d'une liste et créer une nouvelle copie de cette liste-là. Alors on suppose que vous avez la liste L suivante. Alors lorsque vous utilisez l'instruction suivante, tout simplement vous allez copier tous les éléments de cette liste-là en L1. Lorsqu'on vous affiche L1, vous allez trouver exactement les mêmes valeurs. Alors si vous voulez copier mais juste une partie de la liste, donc il faut mentionner cette partie-là ou bien l'indice de cet élément. Donc ça c'est 0, ça c'est 1. Alors là, on va copier cette partie de la liste ou bien cet élément ou bien cette liste-là en L2. Alors le résultat final L2 c'est 5, 10, 2 et 4. Après, si vous exécutez cette instruction, vous allez tout simplement créer une copie de cette partie de la liste. Et le résultat, c'est le résultat suivant. Après, si vous voulez, vous pouvez même copier cette partie en utilisant cette instruction. Et là, la liste L4 contiendra les valeurs 6, 3, 9, 3, 1, 2, 3, exactement les mêmes valeurs. Alors voilà, on a vu toutes les parties de cette vidéo-là, comment créer une liste imbriquée, comment accéder aux éléments d'une liste imbriquée, et finalement les fonctions et les méthodes qui peuvent être utilisées et appliquées sur les listes à 2 dimensions ou bien les listes imbriquées. Alors maintenant, nous allons passer à 2 exercices. L'exercice 14, c'est le 14e exercice dans la partie des structures des données avec les listes. Alors dans ce cas-là, nous avons le problème suivant. Nous avons 10 matières, l'analyse, l'algèbre, probabilité statistique. On a E1, E2, E3, E4 et E5. Ce sont des étudiants. Alors nous allons d'abord créer une liste à 2 dimensions pour stocker toutes les valeurs de ces étudiants dans ces matières-là. Après, nous allons calculer la somme et la moyenne de toutes les notes dans les 4 matières. Avant de passer à la solution, je vous donne l'ensemble des étapes qu'on va suivre et après, on va faire juste l'exécution du programme. Alors, on commence avec l'objectif. L'objectif, bien sûr, c'est que l'utilisateur doit saisir les valeurs de cette liste-là ou bien les notes de cette liste-là et après, le programme affichera la somme et la moyenne. Alors, je vous donne la première étape. La première étape, c'est la création d'une liste vide et après, voilà, comme ça. Donc, n reçoit 2 crochets et après l'exécution de cette instruction, vous aurez le résultat suivant, c'est-à-dire l'espace mémoire n est disponible à l'utilisation. Vous pouvez désormais maintenant stocker les valeurs dans cet emplacement. Après, nous utilisons la boucle for avec la fonction range pour remplir la liste. Alors, je vous donne la technique comment faire. Alors, on a 4 matières. Alors là, on a 5 étudiants. Alors, on va créer une séquence qui va commencer de 0, 1, 2, 3 pour chaque ligne. Et après, pour chaque ligne, on a 5 étudiants. Voilà, donc on a 5 étudiants. Et après, pour remplir cette liste-là, on doit d'abord créer une ligne vide et remplir cette ligne-là avec les éléments saisis par l'utilisateur. Et par la suite, après cette boucle-là, insérer cette ligne-là dans la liste n comme élément. Alors, on a vu déjà cette technique-là. Alors, d'abord, on doit récupérer les éléments saisis par l'utilisateur, l'ajouter à la ligne et après ajouter cette ligne-là vers la fin dans la liste N. Alors, l'élément saisi par l'utilisateur est récupéré en utilisant input cette fois avec float pour convertir les valeurs saisies en des nombres réels. Et après la fin des itérations de cette boucle-là, on fait quoi? On ajoute cette ligne-là dans la liste N. Et comme ça, vers la fin, vous aurez les valeurs suivantes ou bien les notes suivantes dans cette liste. Maintenant, nous passons à l'étape suivante.
pour calculer la somme, bien sûr, il faut initialiser une variable S avec 0 et après nous parcourons les éléments de cette liste-là. Vous pouvez utiliser les deux boucles qu'on a vues au départ. Alors, soit vous utilisez la boucle for pour chaque ligne L, N, list N et après vous mentionnez ici sum L, sum L, sum L ou bien for dans ce cas-là I in range dans ce cas-là de n. Et là, automatiquement, la première valeur de i est 0, après la deuxième valeur c'est 1, après 2, après 3. Alors, vous avez le choix d'utiliser cette méthode ou bien cette méthode. Alors là, on va affecter à s à chaque fois s, l'ancienne valeur de s plus la somme de cette ligne-là. Donc, la fonction sum est utilisée sur cette ligne-là pour calculer la somme. Et après, le calcul en passant à la ligne suivante. Nous calculons la somme, nous affectons la somme à s et après, nous passons à la ligne suivante, la ligne 2 et après la dernière ligne et voilà, après maintenant nous aurons dans la variable s la somme. Maintenant, comment calculer la moyenne? Alors, comment calculer la moyenne? La moyenne est calculée en divisant cette somme là sur la taille de cette liste. Alors, comment vous allez faire pour calculer la taille d'une liste à deux dimensions? Alors, pour calculer la taille d'une façon automatique d'une liste à deux dimensions, il faut d'abord trouver le nombre des lignes et trouver le nombre des colonnes. Si vous connaissez déjà cette valeur, donc vous pouvez l'utiliser directement. Mais si vous ne connaissez pas exactement cette valeur, vous devez d'abord calculer le nombre des lignes de cette liste n en utilisant lan n. Et puis, vous pouvez calculer le nombre des colonnes en utilisant tout simplement lan n0. C'est-à-dire, on va calculer la taille de cette ligne. Alors là, nous avons dans ce cas-là 4 lignes et 5 colonnes. Après, en utilisant la méthode suivante, S sur la multiplication du nombre de lignes fois le nombre de colonnes, nous calculons la moyenne et voilà, on a maintenant la moyenne stockée dans la variable M. Il faut juste l'afficher à l'aide tout simplement de printf pour la somme et printf aussi pour la moyenne. Maintenant, nous allons passer à PyCharm et nous allons exécuter ce programme-là. Toujours pour bien comprendre, pour bien maîtriser un langage de programmation, essayez de proposer votre solution. Et après, vous faites la comparaison entre votre solution et ma solution. Alors voilà, donc ça c'est la solution. D'abord, nous déclarons une liste vide, n, puis nous remplissons cette liste-là avec cette partie de code. Donc là, au lieu de choisir 4 et 5 pour faciliter la saisie, on a choisi juste 2 matières et 3 étudiants. Alors vous pouvez ajouter d'autres. Après, nous récupérons la valeur saisie par l'utilisateur et en l'ajoutant à la liste ligne. Et puis après la fin d'exécution de cette boucle-là, nous ajoutons la ligne à la liste n. Alors là, pour rendre la partie saisie claire, donc nous pouvons ajouter print là pour aider l'utilisateur. Par exemple, n1, 1. Voilà, et après nous restons dans la même ligne pour récupérer la valeur et passer à la ligne suivante pour afficher par exemple à l'utilisateur 1, 2. Lorsqu'on termine les itérations de la boucle avec G, nous passons à la ligne suivante. Par exemple, N, 2, 1, N, 2, 2, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ça, c'est juste pour côté affichage. Après, nous ajoutons, si vous voulez, vous pouvez afficher la liste saisie par l'utilisateur. Après, on fait l'initialisation de S avec 0. Là, on a utilisé la première technique pour parcourir les listes. Donc, pour chaque ligne dans la liste N. Et là, tout simplement, on met le nom de la ligne dans la fonction sum pour calculer sa somme et après on affecte ça à S à chaque itération et vers la fin on calcule la moyenne de la manière suivante. On a vu comment faire. Après nous affichons les valeurs. Donc là on va juste taper quelques valeurs. Par exemple, donc là ça c'est la première matière. Donc la note c'est 15. Pour l'étudiant numéro 2 c'est 16. On passe à l'étudiant numéro 3 c'est 19 par exemple. La deuxième matière c'est 20, 14 et après 10. Alors le résultat final c'est cette liste là, ça c'est la liste des notes. Après la somme on a cette somme là et après ça c'est la moyenne. Alors pour contrôler le nombre des chiffres après la virgule, vous pouvez ajouter dans ici donc la fonction format et là vous mettez m virgule donc 2 apostrophes point 2 f. Alors là lorsqu'on exécute cette fois, nous aurons les valeurs suivantes donc 15, 16, 20 par exemple, 3, 14, 8 et voilà donc ça c'est la moyenne, ça c'est la somme. Et voilà, on passe maintenant à l'exercice suivant. Au niveau de l'exercice numéro 15, nous allons demander à l'utilisateur de remplir une liste à deux dimensions avec 3 lignes et 4 colonnes
Après, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n et puis le programme calculera et affichera le nombre d'occurrences de n dans t. Alors là, tout simplement, l'utilisateur doit fournir les éléments de la liste t et après l'élément n, on suppose que l'élément n de ce cas-là ou bien la valeur de cet élément c'est 8. Après, le programme calculera le nombre d'occurrences de 8 dans la liste t, dans ce cas-là c'est 4. Alors avant de passer à la solution, je vous donne la méthode ou bien l'ensemble des étapes qu'on va suivre. D'abord, nous allons créer une liste vide t. Après, on va remplir cette liste-là en utilisant la boucle for et la fonction range, en utilisant exactement la même technique qu'on a vue dans l'exercice précédent. Une première boucle pour les lignes, une deuxième boucle pour les colonnes et après pour chaque itération, on va récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. On suppose que l'utilisateur va choisir des valeurs entières et puis après la fin des itérations de cette deuxième boucle, nous affectons la ligne à la liste et on refait la même chose pour la ligne suivante. Après la fin de cette étape-là, par exemple, on suppose qu'on a les valeurs suivantes. Maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Là, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Alors, dans ce cas-là, on suppose que l'utilisateur a choisi la valeur 8. Après l'étape numéro 4, nous initialisons une variable OQ, ou bien occurrence avec 0, et nous parcourons la liste n en affectant à occurrence la somme cumulée du nombre d'occurrences de n dans chaque ligne. Alors on va utiliser une boucle qui permettra de parcourir les lignes de cette matrice ou bien de cette liste à 2 dimensions ou bien cette liste imbriquée. Alors on va prendre cette ligne là, donc exactement la même technique qu'on a vu tout à l'heure. Count c'est une méthode, sum c'est une fonction, puisqu'on a utilisé sum indépendamment sum, là on a mis t0. Là il faut mentionner le nom de l'objet qui appelle la méthode, c'est t0 count, et là on calcule le nombre d'occurrences de n dans la première ligne, on passe à la deuxième et on passe à la troisième et à chaque fois on affecte ça à occurrence qui sera calculée d'une façon cumulée vers la fin. Alors après la première ligne on a une seule occurrence. Dans la deuxième ligne, on a 2 occurrences et finalement, dans la dernière ligne, on a une seule occurrence. Vers la fin, le résultat ou bien la valeur d'occurrence est 4. Maintenant, il suffit d'afficher la valeur d'occurrence sur l'écran. Alors, le nombre d'occurrences dans ce cas-là, 8 dans le tableau T est 4. Maintenant, nous allons passer à PyCharm et nous allons copier les mêmes instructions et on va les exécuter. Alors voilà, donc ça c'est la solution. Donc on déclare T, après nous remplissons T avec ces 2 boucles là. Alors pour éclaircir tout ça, donc nous ajoutons cette ligne là, n, i plus 1, j plus 1 pour afficher n1, 1, n1, 2, ainsi de suite. Alors là, on a supposé que la taille de la matrice c'est de 3. 2 lignes et 3 colonnes. Alors vous pouvez changer ces 2 paramètres. Après, si vous voulez, nous pouvons afficher la valeur de t. Ensuite, nous récupérons la valeur de n. Après, nous déclarons la variable OQ. Donc là, on a choisi x, donc occurrence. Après là, occurrence. Et après, finalement, là, occurrence. Donc vous pouvez choisir occurrence ou bien x, c'est pareil. Après, pour chaque ligne de la matrice T, on a utilisé dans ce cas-là la première technique pour parcourir les listes. On fait quoi? On calcule le nombre d'occurrences de n dans cette ligne-là et on affecte ça à occurrence et vers la fin, nous affichons l'occurrence. Après, nous allons tester le programme. On va tester ce programme-là avec les valeurs suivantes. Alors voilà, on va saisir la valeur de n. On suppose qu'on a choisi moins 9. Alors normalement, il va nous donner 0. Voilà, donc il a donné 0. Alors on teste à nouveau avec d'autres valeurs. Alors là, on va choisir 5. Normalement, il doit nous donner 3. Voilà, c'est 3. Et voilà, ça c'est la fin de cet exercice. Alors, on est arrivé à la fin de cette première partie des structures des données avec les listes. Comme vous voyez, on a donné plus de temps à cette partie-là, puisque 90% des problèmes, des situations, des cas, on travaille avec les listes. Mais il existe d'autres cas et d'autres situations dans lesquelles nous utilisons d'autres types de structures de données comme les dictionnaires, les tuples ou bien les tuples et aussi les ensembles ou bien les sites. Dans les prochaines vidéos, nous allons détailler l'utilisation de ces 3 types de structures des données.